Bonjour à tous, deux grands sujets au cœur de l'actualité politique ivoirienne. Dans une première partie de votre émission de ce soir, focus sur le PDCI RDA qui célèbre ses 80 ans d'existence. Entre héritage historique, repositionnement politique et défis internes, le parti fondé par feu le président Félix Houphouët-Boigny est-il en phase de renaissance ou confronté à un déclin politique? Dans une seconde partie, 75 jours après sa mise en place, le gouvernement Robert Begremambé II est-il déjà confronté à l'épreuve de l'action? Décision en priorité et premiers signaux politiques et lecture des actes posés par ce gouvernement jusqu'ici. Pour en parler, 4 consultants. Michel Betta, journaliste, directeur, fondateur du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Betta. Bonsoir Cédric. Et Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir Cédric. Et Lansina Karamoko, analyste politique également. Bonsoir monsieur Karamoko. Bonsoir, et enfin Valentin Zawi, sociologue expert en gestion des ressources humaines. Bonsoir à vous monsieur Zawi. Bonsoir monsieur Cédric. Bienvenue dans Entre deux News. Alors place à notre premier sujet consacré à la célébration de l'anniversaire du PDC RDA qui a aujourd'hui 80 années. Voilà. Première question, Michel Betta. Est-ce que pour vous aujourd'hui, 80 ans après sa création, le parti représente aujourd'hui, que représente aujourd'hui le PDC RDA sur la scène politique? Le PDCI-RDA, avant de situer sa place dans la scène politique, il faut passer d'abord par son historique. Le PDCI-RDA, c'est près de 39 ans de pouvoir, de gestion du pouvoir d'État. Le PDCI-RDA, c'est la conquête des indépendances de la Côte d'Ivoire avec le combat mené pour la suppression du travail forcé, la reconquête de l'indépendance, la conquête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA aussi, c'est aussi plus de 20 ans passés dans l'opposition. Donc, qu'elle représente aujourd'hui le PDCI, c'est une somme d'expérience. Expérience institutionnelle, parce que le PDCI-RDA, c'est le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Donc, cette expérience institutionnelle-là est là. On sait que au temps du PDCI, la Côte d'Ivoire se portait mieux. On a parlé même de miracle ivoirien. Donc, le PDCI-RDA aussi, c'est un parti de vision. Un parti de vision parce qu'il a pour lui l'expérience de la gestion, l'expérience de l'opposition et l'alternative crédible qui représente aujourd'hui face à un RHDP qui a, il faut le dire, fait en sorte qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en plein clivage, on peut dire même division clanique, division, je dis institutionnelle, division à tous les niveaux, parce qu'on l'a vu avec les récentes élections où la majorité des candidats significatifs de l'opposition ont été écartés du scrutin présidentiel au profit d'un seul candidat qui a fait le lit du parti du pouvoir. Donc, je dis que le PDCI-RDA représente aujourd'hui pour la jeunesse même qui suit la politique ivoirienne, la seule alternative qui peut garantir à ce pays-là que le pays revienne encore à ses fondamentaux, qui sont le dialogue, la paix et la construction d'une nation forte et démocratique pour l'avenir. Donc, le PDCI, que représente le PDCI-RDA, le dit, c'est toute l'avenir de la Côte d'Ivoire que représente le PDCI-RDA aujourd'hui. Bien. Alors, docteur Daouda Ouattara, est-ce que pour vous, selon votre lecture, le parti aujourd'hui qui a 80 années est resté fidèle à l'héritage légué par l'héritage politique légué par le président Félix Houphouët-Boigny? Alors pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce qu'après 80 ans d'existence, le bilan du PDCI aujourd'hui vacille entre renaissance politique et déclin progressif. La réalité est donc nuancée. Alors si je devais noter le PDCI aujourd'hui personnellement, moi je noterais que le PDCI a une note assez bien, parce qu'il y a des zones d'ombre et il y a des zones de réussite. Donc, mon analyse va se focaliser sur ces deux aspects-là. Alors, qu'est-ce que le PDCI a comme atout? Alors, le PDCI a bénéficié d'un héritage politique puissant parce que le PDCI bénéficie encore d'une forte légitimité historique hérité de l'ère Félix Houphouët-Boigny. Aussi, le PDCI a formé les tout premiers cadres du pays. Et de 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2026, le PDCI regorge, en tout cas, de beaucoup de cadres, que ce soit au niveau international, au niveau national, que ce soit au plan politique, dans presque tous les domaines d'activité, le PDCI a des cadres. En deuxième lieu, je dirais que le PDCI se focalise sur une base électorale qui est encore solide, qui est encore réelle.
avec des bastions, tels que dans le Vieux-Baoulé. Hormis le Vieux-Baoulé, le PDCI est implanté un peu partout en Côte d'Ivoire. Je dirais qu'après le RADP est parti au pouvoir, certainement que le deuxième plus grand parti, c'est le PDCI aujourd'hui, en termes d'implantation, peut-être aussi en termes de militants. Alors, en troisième lieu, je parle de la capacité de récomposition. Parce que après le départ du président Henri Konan Bédié, il y a eu l'avènement du président Tidjane Thiam. Et les jeunes et les militants se sont mobilisés autour de ces leaders-là pour booster, pour redynamiser, pour donner un souffle nouveau au PDCI RDA. Et je dirais que sans faux fuyant, que le PDCI d'aujourd'hui se porte plus ou moins mieux par rapport au PDCI quand le président Henri Konan Bédié vivait. Alors, le revers de la médaille, c'est-à-dire l'aspect négatif, on a un affaiblissement de l'influence du PDCI. Parce que, qu'on dise la vérité, depuis la perte du pouvoir en 1999, le PDCI qu'on appelle ça, est en train de faiblir. Alors, le PDCI est en train de composer actuellement avec d'autres partis à travers des coalitions. Par exemple, de 2004 à 2019, le PDCI était en coalition avec le RDR. Après ça, le PDCI, tout récemment, était en coalition avec, ou bien était proche du PPACI pour combattre, n'est-ce pas, le énième mandat de plus. Alors, et aussi, je pourrais évoquer, n'est-ce pas, la concurrence accrue. La concurrence accrue sur l'échiquier politique national. Parce qu'avant, de 1960 à 1999, c'était que le PDCI. À partir de l'année 2000, il y a eu un boom. Le FPI et le RDR. Et ces deux partis-là ont eu le temps d'asseoir leur base, de devenir de grands partis. Donc le PDCI n'est plus ce super parti, ce grand parti qui était partout, qui était seul sur le terrain qu'on voyait un peu partout. Ou même il fallait payer un passe-droit qu'on appelait le PDCI. Sinon, on t'arrachait peut-être ton panier de ménage ou bien on t'arrachait peut-être ton permis de conduire, un truc quelconque. Mais aujourd'hui, en dépit du PDCI, en dehors du PDCI plutôt, il y a le RADP, il y a le PPACI, il y a ADCI, il y a COGEP, il y a une kyrielle de partis politiques qui bataillent le sujet politique avec le PDCI. Et pour chuter rapidement, ce qui donne un coup de poing, ou bien ce qui affaiblit plus le PDCI RDA, ce sont les crises internes et les divisions, les guéguerres. Cela a toujours existé au sein du parti. Pour le PDCI, des récentes crises au sein du parti. Le PDCI ne peut pas faire 2-3 mois sans être assigné ces dernières années. En justice ces dernières années, surtout ces 2 dernières années. Surtout sous la présidence du président Tidjane Thiam. Alors, il y a aussi le départ massif des cadres vers les autres partis. Il y a également des arrivées au sein du parti. Non, les cadres qui quittent. Il y a des cadres qui intègrent également le PDCI-RDA vers le RADP. Et ça porte un coup dur au PDCI. Bien. Valentin Zawi, quelle lecture faites-vous on va dire, de cette longévité du PDCI-RDA? Est-ce que vous voyez un déclin progressif, comme dit Dr Daouda Ouattara? Et puis, est-ce que pour vous également, le PDCI se porte mieux sous Tidjane Thiam que sous le président Henri Konan Bédié? Alors, déclin, c'est un peu trop fort, je pense. Alors, on parle d'un parti qui a porté sur ses fonds baptismaux la Côte d'Ivoire moderne, donc de 1960 jusqu'à 1999, donc pendant 39 ans. C'est un parti politique qui a géré ce pays. Et après, 2011, pendant 7 ans aussi, a co-géré avec le RHDP, le parti présidentiel. Donc, c'est quand même un parti qui a, de façon cumulée, près de 46 ans de gestion du pouvoir. C'est un parti qui compte, qui a compté et qui compte. On avait espéré avec l'avènement du président Thiam, et on l'a observé, enfin pour nous qui observons l'actualité ivoirienne, l'activité politique, pardon. Il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup de motivation. Et quand on est démocrate, on ne pouvait que s'en réjouir parce que la démocratie, elle vaut parce qu'il y a un parti qui est au pouvoir, il y a aussi une opposition qui est crédible. Et en cela, le PDCI est quand même un parti crédible. Et puis, malheureusement, on a assisté à tout ce à quoi on a assisté, les guéguerres internes, les problèmes de justice en lien avec ce parti, ce qui est fort dommage.
Aujourd'hui, on parle de 80 ans du parti célébré, en l'absence du président de ce parti. Enfin, oui, c'est possible, certainement, parce qu'ils ont commencé aujourd'hui. Bien, justement, oui. un mot sur cette absence du président qui s'est adressé aux militants aujourd'hui par vidéoconférence. Oui, enfin, je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais on avait le débat ici. Oui, mais c'est juste un mot, pas sur son discours, mais sur l'absence lors de cette grande célébration. Oui, mais c'est de ça que je parlais. Moi, on peut comprendre que le président d'un parti, pour des raisons, j'allais dire avérées, officielles, soit absent du pays. Oui, d'accord, mais bon, là, le président Thiam, depuis plus d'une année, si je ne me trompe, est hors de la Côte d'Ivoire. Officiellement, il n'y a pas de raison. Sans cela, comment je parlais la dernière fois d'exil volontaire, le docteur Chéri me disait qu'il n'y a pas d'exil volontaire. Effectivement, il y a des exils volontaires. Parce que, oui, on entend dire pour la problème de sécurité, mais bon, officiellement, pourquoi s'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Bon, on ne sait pas, peut-être que Michel pourrait nous en dire quelque chose, lui qui est dans le secret des dieux. Il en a parlé suffisamment. Le PDCI fête ses 80 ans d'existence en l'absence de son président. Je connais des amis au PDCI qui auraient bien voulu l'avoir avec eux parce que c'était un moment important de la vie du parti. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, c'est fort dommage, mais bon, il faut espérer que pour la prochaine fois, il soit là, parce que c'est sur le terrain que la politique se fait aussi. Bien. Alors, Sénat Karamoko, est-ce que pour vous, le PDCI RDA a su s'adapter aux nouvelles réalités politiques ivoiriennes? Oui, il découvre ce PDCI-là, les réalités de la scène politique en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, dans son intervention, le frère Michel a présenté un beau décor de tout ce que le PDCI a fait depuis l'abolition des travaux forcés, etc. Mais il faut noter que tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, au RHDP, etc., FPI n'existait pas. C'était le parti unique, donc c'était l'effort de tout un chacun. Non, il ne faut pas faire de confusion. Il y a eu le multipartisme avant qu'il y ait la coalition que le PDC a réussi à mettre en place pour qu'il y ait un seul parti. Non, il y avait des partis avant. Il faut sortir de l'émotion, j'ai dit. Oui. Quand on abolit les travaux forcés, il n'y avait pas de RDR, il n'y avait pas de FPI. C'était le parti unique dans lequel, non. Ce qui veut dire au début que c'était l'effort de tout un chacun. Tu comprends, non? Même s'il y a des partis qui n'étaient pas représentatifs. Par toi qui ont été éteints par le pouvoir d'alors. Non, pas été éteints. Ils ont été réconciliés. Non, c'est ce grand parti-là. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Ce que je sais, c'est que le PDCI, tout le monde était militant du PDCI. Le commun des Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, était... Parce que le PDCI a réussi à concilier les Ivoiriens. Vous pouvez me séparer, M. Pétain Michel. J'ai dit, dans leur écrasante majorité, je n'abuse pas du mot, je n'exagère pas. S'il y a un autre mot pour qualifier tout ça, je le dirais. L'écrasante majorité des Ivoiriens étaient tous PDCI. On était dans le parti unique. On était obligé d'y être. Je parle de ce qui est factuel. C'était le parti unique. Le multipartisme a refait surface en 90. Il faut l'accepter que nous étions dans le parti unique. Donc c'était l'effort de tout un chacun qui avait produit le résultat que nous connaissons. Mais à partir de la mort du président Houphouët-Boigny, donc de 93, quand le président Bédié est arrivé, un an après, le RDR est sorti des rangs du PDCI. Donc, on a vu le premier éclatement de ce parti unique-là, de ce grand bloc-là, qui, n'est-ce pas, comprenait, n'est-ce pas, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, ça a continué. Et puis, on a eu le coup d'État de 99. Malheureusement. Malheureusement, si vous voulez que je prononce le mot, je le prononce avec plaisir. Malheureusement, il y a eu le coup d'État de 99, donc nous avons connu une transition militaire et nous sommes rentrés dans la Deuxième République avec une nouvelle constitution. Nous sommes allés à les élections présidentielles, toutes les grosses têtes dont on parle ont été écartées, mais le président Bédié s'est retrouvé face à d'autres candidats qu'il a battus. Ça n'a pas empêché le PDCI quand même, d'aller à des élections législatives. Les autres partis sont allés, le RDR est parti, ils ont eu quelques députés, etc. Et puis nous arrivons en 2000.
en 2000. C'est-à-dire, pardon, j'ai 95, comme c'est le cas tous les jours. Vous faites trop de confusion. En 95 déjà, il y a eu des élections où il y a le RDR et les autres partis ont eu quand même quelques députés. Et puis, nous arrivons en 2000. En 2000, malgré toute la situation, le PDCI est quand même allé à des élections législatives en 2000. Le PDCI a eu 46 députés qui l'ont représenté à l'Assemblée nationale en 2000. Alors, ensemble, est-ce que... En 2016, j'ai fini mon résumé et puis... Oui. On veut comprendre, est-ce que pour vous, le parti a su vraiment s'adapter aux nouvelles réalités ivoiriennes? Si vous regardez bien les statistiques que je vous donne, vous comprendrez si ce parti s'est adapté ou pas. En 2000, comme je l'ai dit, ils ont eu 46 députés, parce que j'ai dit les députés ne parlent pas des mairies, pas des députés, c'est les représentants du peuple, n'est-ce pas? En 2000, il y a eu 46 députés. En 2016, donc 5 ans après, ils ont eu 89 députés. Il y a eu 2012. Non, je parle de 2000. Non, il y a eu 2000. Et puis, de 2000 à 2010, il n'y a pas eu élection. Après, de 2011, 2012, il y a eu élection. En 2016, je vais raccourcir. En 2016, il y a eu 89 députés. Le PDC a eu 89 députés en 2016. Quand bien même il était en coalition avec le RD, donc dans le RADP, c'était la coalition, mais chacun est allé sous sa propre chapelle à des élections législatives. Et le PDCI a eu 89 députés. En 2021, là, ils ont commencé, n'est-ce pas, à se séparer. La session 2018 a commencé. Et puis, le PDCI a quand même, à ces élections, ils ont obtenu 66 députés. Ça, c'était en 2021. 5 ans plus tard, en 2025, 32 députés. Quand vous regardez la chronologie, est-ce qu'il y a progression ou bien régression? Moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le donnent. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le PDCI a brillé dans le temps avec tout le monde, avec nous tous, mais au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce PDCI est en plein recul. Et la preuve, son président n'est même pas ici, il fait les 80 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde doit se retrouver au siège du PDCI pour fêter ses 80 ans, parce que c'est le fruit de tout le monde. Mais ce parcours, à un moment donné, il y a eu, chacun a pris sa route. C'est à partir de là qu'on juge aujourd'hui le PDCI. Et avec le président, à bord du président Bédié, je pense que le président Thiam, aujourd'hui, doit pouvoir tirer les enseignements. Et vous qui êtes avec lui, ou bien vous qui êtes ses conseillers, il faut lui dire qu'il est en train d'enterrer progressivement le PDCI. Selon ta vision? Ce n'est pas selon ma vision, selon les chiffres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut évaluer quelqu'un que selon les statistiques. Et les statistiques, les statistiques montrent de façon très claire. Ces statistiques sont disponibles pour tout le monde. Tout le monde peut vérifier. Est-ce qu'on parle de combien pour arriver à combien? Est-ce qu'on progresse ou bien on régresse? Aujourd'hui, le PDCI a 32 députés, parti des 66 en 2021, parti de 89 en 2016, se retrouve... Et en 2000, il était à combien? En 2000, il était à combien? Mais je vous ai donné ça en 2046. Ah, en 1946, le président Bédié n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que en 2000, bien. Il n'était pas là. Bien, merci. Ensemble, pour vous, le parti n'a pas su s'adapter aux réalités actuelles, à l'évolution du paysage politique ivoirien. Oui. Alors, nous avons entendu notre micro ivoirien à l'occasion des 80 ans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Nous avons bien sûr tendu le micro aux Ivoiriens entre reconnaissance de l'héritage critique et attente de renouveau. Voici ce qu'ils pensent aujourd'hui du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire, laissé par feu le président Félix Houphouët-Boigny. On regarde. 80 ans d'existence et toujours au cœur de l'actualité politique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA, le plus ancien parti du pays, célèbre un anniversaire symbolique. Mais au-delà de la célébration, une question s'impose. Que reste-t-il de l'héritage du PDCI-RDA aujourd'hui? Fondé sur des idéaux forts, le parti suscite désormais des réactions contrastées. Pour certains Ivoiriens, le PDCI-RDA a su évoluer avec son temps, en s'adaptant aux réalités politiques actuelles. Actuellement, à présent, où nous sommes, le parti, on peut dire que le parti est fragilisé. Parce qu'actuellement, il y a eu aussi la division tout et tout entre eux. Donc, ça fait qu'il n'y a plus de poids, de force comme avant. Pour d'autres observateurs de la scène politique ivoirienne, cette évolution rime avec perte d'identité et éloignement des valeurs d'origine. C'est un parti qui était bien avant, un parti qui unissait les Ivoiriens.
un parti qui n'avait pas de différence de nordistes, sudistes, c'est un parti qui était bien. Mais c'est différent du PDCI d'aujourd'hui, parce que puisque les anciens sont plus là, donc ils ont pris une tournure, ça complique un peu. Je crois que les anciens, si les nouveaux d'aujourd'hui peuvent s'appuyer sur l'expérience des anciens, je crois qu'ils peuvent toujours gouverner ce pays et puis aller dans les bonnes conditions. En tout cas, c'est mon avis. Le PDCI, c'est un parti de paix. Hein? Quand on a vu un peu ce que Houphouët-Boigny a fait jusqu'à Bédié, c'est un parti de paix. Mais aujourd'hui, ceux-là ne sont plus là, ça devient autre chose. Bon, si on peut tous s'aligner en faisant la démocratie, pour que le PDCI occupe sa place. À contre-courant, une autre frange de l'opinion défend un parti toujours fidèle à ses racines et surtout ouvert à la jeunesse, loin de l'image des mouvements figés dans le passé. Voilà, le vieux là, et là, c'est les conseillers. Voilà, les jeunes, ceux-là, c'est parti des jeunes. Donc dites, nous on veut que nos présidents viennent. Voilà, le parti, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est politique qui veut nous diviser, mais nous on est un. Et puis il y a ceux pour qui le débat ne se pose pas. Pour eux, le PDCI-RDA reste un parti politique parmi tant d'autres, sans attachement particulier ni jugement tranché. Bon, c'est toujours d'actualité puisqu'ils fêtent. Donc c'est toujours d'actualité. Bonne fête à eux. À 80 ans, entre mémoire et renouveau, le PDCI-RDA continue de diviser, mais aussi de rassembler, car au-delà des critiques et des espoirs, une certitude demeure. L'histoire du PDCI-RDA s'inscrit encore et son avenir, lui, reste à conquérir. Voilà, nous avons ensemble suivi cet élément. On poursuit, c'est également lié à ces propos. Michel Betta, il y a aussi la question du discours politique. Est-ce que le discours a aujourd'hui changé au sein du parti? Mais je crois que le discours est adapté même aux réalités contextuelles. Quand vous entendez le discours de remobilisation, le discours de la vision d'avenir, je ne sais pas si vous avez un peu lu le programme de ces 80 ans du PDCI. Quand vous lisez ce programme-là, il est prévu à la fin de ce programme-là la lecture du programme de société du PDCI. Bien, ça c'est les perspectives. Oui, mais nous, on parle de la création du parti. Jusqu'ici, 80 années du parti politique. Est-ce que le discours pour vous a évolué ou adapté aux réalités du moment? C'est pourquoi je disais le discours s'est adapté, puisque d'abord il faut faire la genèse du parti. Adapté, mais pourquoi la grande majorité des Ivoiriens, on va dire, n'intègre pas forcément la vision du parti politique? Bon, cette grande majorité que tu décris là, peut-être que c'est toi qui l'as, mais sinon, de ce que moi je sais, lorsque le PDCI a lancé cette nouvelle adhésion... le nombre de députés, quand on voit les récentes élections législatives, c'est une question qu'on vous adresse. Non, il faut contextualiser les élections législatives. C'est pourquoi quand il a parlé des élections de 2016, il a parlé des élections de 2021, je l'ai ramené aux élections de 2000. Il a vu les chiffres. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que 2025, c'est pourquoi il faut contextualiser. Le parti venait d'avoir son candidat à la présidentielle écarté injustement de la présidentielle. Ça, c'est un 6-25. Et en 2000. Non, mais j'ai dit en 2000. Il n'a pas été écarté? Mais toi, tu reprends le contexte que je vais décrire. Parce que quand c'est comme mais ça... pourquoi tu ne parles pas de 2000? Non, on parle de maintenant. Quand Bédié était écarté, il n'était pas en Côte d'Ivoire, ils ont quand même eu 46 députés. Mais c'est pas je décris le contexte dans lequel ils ont eu 30. Je dis son candidat à la présidentielle a été injustement écarté de la compétition. C'est un sou de démotivation. Au point que le PPAC, le troisième parti présent sur l'échiquier, n'a même pas daigné aller à ces législatives-là. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que les militants étaient emprisonnés et que c'était injuste de participer à ces élections-là. Mais le PDCI, qui était un parti qui n'a jamais boycotté d'élections présidentielles, parce que ce parti-là, moi je dis souvent, je veux rendre, vous me permettez, votre position, rendre hommage au PDCI. Parce que la démocratie ne se joue pas seulement quand on est au pouvoir, elle se joue aussi dans l'opposition. On a vu l'attitude de ce parti qui est aujourd'hui au pouvoir, le RDA est devenu RADP, quand il était dans l'opposition, comment il s'est comporté? Les menaces toujours contre le pouvoir. Il a devenu RADP. Qui a aidé le PDCI, aidé par le PDCI RDA pour arriver
arrivés au pouvoir. Non, ils ont fait une alliance. Bien. La question. Maintenant, c'est pour dire. Non, c'est pour dire. Non, c'est pour dire. Je viens. C'est pour dire que la politique ne se joue pas seulement quand on est au pouvoir. La politique se joue quand on est aussi dans l'opposition. Je vais finir là. Je vais conclure là. Mais comment expliquez-vous? Non, je vais conclure là. Oui, mais avant votre conclusion, mais comment vous expliquez ce soutien de ce parti des paix là au RDA que vous dites j'en arrive. Qui n'est pas un parti d'exemple. Non, j'en arrive. Je dis que la politique ne se joue pas seulement quand on est au pouvoir. Elle se joue aussi dans l'opposition. Et le PDCI dans l'opposition se comporte comme un parti mature, un parti qui respecte les institutions. Ce n'était pas le cas du RDA, du PDA, la Saint-Martin, qu'elle était dans l'opposition. Maintenant, vous dites quoi? Le soutien du PDCI au RDA, le soutien, c'était une alliance. L'alliance. C'était une alliance. Les alliances sont circonstancielles. Les alliances sont circonstancielles et s'adaptent à un contexte. On a vu aujourd'hui le PDCI s'est allié quelque part au PPAC. Qui était absent aujourd'hui à la célébration des 80 ans du PDCI-RDA. Non, quand tu parles d'absent... C'est l'un des partis qui était absent aujourd'hui. Non, quand tu parles d'absent, il faut attendre de justifier les raisons. Non, sans justifier, il y avait la présence... Non, le constat de la... Il y avait le RHDP, le COGEP et MGC de Simone et Yves Gbagbo à cette célébration aussi importante. Mais le PPACI a brillé par son absence. Et qui t'a dit qu'il avait été invité? Qui t'a dit qu'il avait été invité? Oui, mais il y a plusieurs partis qui n'ont pas été invités. Donc, qu'est-ce qui te dit qu'il a été invité? Bref, un allié de la présidentielle. L'Alliance a pris un coup à glace quand on est parti aux législatives. Vous avez pu suivre. Vous avez pu suivre. Non, mais je dis que pour ce qui est des questions, des questions administratives, il faut attendre des résultats de l'administration. Parce que si pour dire qu'il a brillé par son ensemble, il faut t'assurer qu'il a été invité et il n'est pas venu. C'est ça aussi, c'est pas dire qui t'a dit que... Si le RHDP est invité, naturellement, je ne suis pas dans le secret, c'est pourquoi je te dis, pour en juger de cela, il faut attendre. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut attendre. C'est pas la question. Maintenant, pour conclure, je dis que les alliances sont circonstancielles. Donc, à un certain moment, il y a eu des alliances. Mais il y a eu des alliances avec le RDA. C'était une erreur pour vous? La question, c'est pas moi qui juge. C'est pas moi qui juge la pertinence des alliances. Vous ne répondez pas pour le PDCI, mais en tant qu'analyste politique. Non, je ne juge pas des alliances. C'est-à-dire les alliances, c'est les militants avec la direction du parti qui le décident. Mais vous êtes un observateur aguerri et fait de la scène politique ivoirienne, Michel Betta. Parce que je pense qu'ils ont suffisamment mûri les raisons et ils l'ont fait. C'est ainsi qu'ils ont fait aussi quelques alliances. Non, je dis qu'ils sont assez matures pour poser des actes qu'il faut au moment qu'il faut. Voilà. Réaction rapidement et on revient à Docteur et Valentin Zawi. Parce que Michel a tendance à présenter le PDCI sous Bédié comme un parti des anges et que le RDA était le parti des démons. Mais souvenez-vous que c'est le PDCI, même au pouvoir, qui a envoyé en prison toute la direction du RDA. Pourquoi? Souvenons-nous. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il faut dire pourquoi. J'ai dit, je vous dis. Voilà, ils ont bravé l'autorité de l'État. Alors donc, voilà, ils ont bravé l'autorité de l'État. Vous bravez l'autorité du RADB, à quel moment? À quel moment? Bon, je continue. Souvenons-nous également que c'est sous Bédié, le PDCI de Bédié, que la génitrice du président Alassane Ouattara a été cuisinée pendant 5 heures de temps. Qu'est-ce que tu appelles cuisiner? Qu'est-ce que tu appelles cuisiner? Bon, je vous explique. Il faut dire des choses simples. Non, ce que je dis, tout le monde sait. On n'a pas mis au fait pour la préparer. Ah, mais voilà, mais il faut le dire. Cuisiner, tu comprends très bien. Je ne comprends pas. Parce que c'est une métaphore. Non, mais cette métaphore est dangereuse. Parce qu'elle n'est pas la réalité. Écoutez-moi, je vous explique. Cuisiner en matière judiciaire veut dire quand on interroger quelqu'un, vraiment on lâche pas. Donc le secrétaire exécutif du PDCI a été cuisiné. Mais non, laisse-moi finir. Le porte-parole du PDCI a été cuisiné. Non, tu ne vas pas me distraire de ce que je veux dire. J'ai dit qu'au sous-Bédié, que vous dites PDCI des anges là, ils sont allés cuisiner une vieille femme. Arrête ce discours. Arrête ce discours vieillot là, qui n'est même pas conforme à la réalité. Le discours vieillot qui n'est même pas conforme à la réalité. S'il vous plaît, Michel Betta. Lancina Karamoko. Merci. Voilà, merci. C'est ce que je voulais que tu comprennes. Alors, bien. Docteur Daouda Ouattara, ensuite Valentin Zawi. Est-ce que pour vous, l'histoire politique de ce parti suffit-il encore à maintenir son influence sur la scène politique ivoirienne? Dans le contexte actuel, oui, bien sûr. Le PDCI semble un peu has-been. Parce que la stratégie du PDCI même est thrombosée. La stratégie est rouillée. La stratégie est au statu quo. La stratégie du PDCI stagne. Le PDCI n'arrive plus à attirer
surtout la jeunesse. C'est un parti du passé. Bon, je dirais que c'est un parti traditionnel. Le contraire, Non, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont adhéré au PDCI. M. Zawi, allons pas à pas. Oui, quand même. Le PDCI fonctionne aujourd'hui comme un parti traditionnel, qu'on le veuille ou non. Le PDCI, bien. Le PDCI, la stratégie politique du PDCI n'a pas évolué. Depuis, je dirais, peut-être 10 ans comme ça, le PDCI n'a pas évolué en termes de stratégie. Parce que c'est la stratégie qui donne le narratif, et c'est ce narratif-là qui est distillé un peu partout pour acquérir, pour conquérir, pour appeler de nouveaux militants à adhérer au PDCI RDA. Aujourd'hui, quand on voit le PDCI fonctionne sous forme de... comment on appelle ça? Le PDCI fonctionne comme un parti qui est dirigé par une certaine gérontocratie. Et cette gérontocratie-là est carrément en déphasage avec les réalités actuelles de la jeunesse. Comme tous nos partis. Hein. Non. J'en viens. Aujourd'hui, je dis que le PDCI est has-been parce qu'on ne sent pas la jeunesse du PDCI. Que ce soit le PDCI urbain, la jeunesse PDCI urbaine, la jeunesse PDCI rurale, ou bien la marée verte. On ne sent pas le PDCI. Parce que le villageois du PDCI était en prison récemment. Tu la sens pas. Il y a eu combien? Ce ne sont pas les seuls militants du PDCI qui sont en prison. Il y a les militants d'autres partis qui sont en prison par les présidents. Monsieur Beta, ce n'est pas le PDCI qui a ces militants qui sont en prison. Ce n'est pas le PDCI seul qui a ces militants qui sont en prison. Il y a d'autres partis qui ont des militants qui sont en prison. Mais ça ne les empêche pas de travailler sur le terrain. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir que le PDCI se réveille. Il va falloir que le PDCI renouvelle sa stratégie. Il va falloir que le PDCI sorte un autre discours qui puisse fédérer. Un discours qui ne soit pas traditionnel, qui ne soit pas calibré dans un seul secteur de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il pèse mes mots, qui ne vise pas l'électorat d'un seul secteur de la Côte d'Ivoire. Et il y a une vidéo que j'écoutais tout récemment où M. Brendoumi Soumaïla disait, et je cite, que ici, à Toumoudi, où il était à Toumoudi, il animait une conférence, une cérémonie là-bas, où il disait, je cite, que Toumoudi, c'est la terre du PDCI. Toumoudi, c'est chez les Baoulés. Et comme il n'y a pas, les Baoulés ne sont pas des enfants adultérés, au soir des élections à venir, le Baoulé qui va laisser le PDCI pour voter un autre parti est considéré comme un enfant adultéré. Et comme les Baoulés ne sont pas... Il sort un discours de son contexte, il prend des bribes et il en fait une démonstration. C'est la vérité. Monsieur Brendoumi, un coutumier du fait. Voilà. Il a dit que comme les Baoulés ne sont pas des enfants adultérés, ils ne vont pas laisser le PDCI pour voter un autre parti politique. Ce qui veut dire que le PDCI, c'est purement et typiquement pour les Baoulés. C'est compliqué en fait. Voilà pourquoi il dit le discours du PDCI est has-been. Il va falloir que le PDCI sorte de ces discours-là pour avoir un discours global, un discours qui puisse fédérer tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le PDCI Bien, Valentin Zawi, un mot là-dessus, allez-y. Oui, en fait, il y a tellement à dire, mais bon, pour ne pas faire long, une première chose, je peux comprendre qu'on en veut au PDCI, mais après, il ne faut pas non plus exagérer. On sait très bien que sur ce continent, c'est plus facile pour un parti d'être au pouvoir que d'être dans l'opposition. Ça vaut dans tous les pays africains pour l'essentiel. Le PDCI a pendant des années, on l'a dit à l'entame de l'émission, a géré ce pays pendant des années. Aujourd'hui, le PDCI est un peu à la croisée des chemins. Après, les faits sont têtus. Quand le président Thiam prend ce parti, on a vu des jeunes qui ont adhéré massivement. Les chiffres existent, hein, je ne l'ai pas noté malheureusement, mais c'est vérifiable. Donc, il y a eu un engouement. Et puis, il se trouve que, et moi, j'avoue que personnellement, je n'ai pas beaucoup compris parce que j'estime qu'un engagement politique est précédé d'un engagement citoyen. Le président Thiam savait pertinemment qu'il bénéficiait d'une nationalité. Il n'a pas pris les dispositions à temps. Et puis, ça a abouti à ce à quoi ça aboutit. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. C'est triste de le dire, mais c'est ce qui est. Et ça a impacté négativement le parti. Aujourd'hui, où on parle, ça fait plus d'une année qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et on est sur un continent où c'est quand même important pour l'animation d'un parti que le président soit sur le terrain. On me dira, oui, peut-être que parfois on l'a fait sans, mais on voit très bien ce que ça donne comme résultat. Au dernier législatif, le PDCI s'en est sorti avec 32 députés, alors que 5 ans plus tôt, c'était quand même le double. Donc, oui, ça, ce sont des faits. Et mais quand on en finit de dire ça, je pense qu'il ne faut pas non plus désespérer totalement du PDCI. Voilà. C'est un parti qui est fort, c'est un parti qui en a vu des vertes et des pas mûres.
Donc moi, je continue à croire que, peut-être en revoyant son organisation et sa stratégie, en essayant de travailler vraiment l'animation, parce que c'est ça qu'il s'agit. Je l'ai dit ici au cours de l'un de nos débats, la loi est claire dans ce pays par rapport à ce qu'on appelle la dimension tribaliste d'un parti. Aucun parti politique n'est tribaliste en Côte d'Ivoire, parce que ça veut dire que ce parti-là aurait exclusivement des militants qui viennent d'une région du pays et en plus rejettent les autres et donnent la haine, ce qui n'est pas le cas. Mais quand on a fini de dire ça, on a quand même, malheureusement, on peut faire le constat de ce que nos partis reposent sur des bases tribales. Mais on ne peut pas gagner un pouvoir avec une tribu. Donc c'est même dans l'intérêt du PDCI aujourd'hui de sortir de sa zone de confort, qui est le centre du pays, pour essayer d'émailler. Et ça, non, je ne rejoins pas. Il y a des choses à faire, mais il ne faut pas non plus... Alors, un mot sur la transition après Henri Konan Bédié. Est-ce que pour vous, le parti a réussi cette transition jusqu'à Thiam? On l'avait pensé, mais en fin de course, non. On a cru comprendre que pour succéder au président Henri Konan Bédié, il fallait que le successeur sorte forcément de la cour royale. Et sans cela que, tout ce qui s'est passé, toutes les velléités qui sont exprimées ont été, on a vu même le ministre Djikawe qui a été traité comme un malpropre. Enfin, moi personnellement, cette séquence-là, je ne l'ai pas beaucoup appréciée pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc oui, finalement, le président Thiam, on nous expliquait que non, il répondait à tous les critères, quand bien même d'autres militants pensaient le contraire, et finalement, il a été élu à plus de 99%. Mais aujourd'hui, il se trouve que, oui, il y a quand même quelques bisbilles au sein de ce parti. Il faut espérer que le PDCI en sorte dans l'intérêt, comme je dis, de la démocratie de notre pays. Lansina Karamoko, un mot sur la transition. Bon, la transition a été mal négociée, parce que quand on arrive, il y a ceux qui étaient là. Tout à l'heure, on a parlé des grands mérites du PDCI par le passé, mais ils sont encore en vie, même s'ils sont d'un certain âge, ils sont quand même en vie. Il fallait faire vraiment une bonne alchimie avec les anciens et les nouveaux. Mais du coup, quand il est arrivé, Thiam, je veux dire, il a balayé tous les anciens, il s'est fait entourer des gens qui n'avaient pas la vraie filée, l'ADN du PDCI, des gens comme Guikayu, on ne s'en sépare pas comme ça, du revers de la main, des gens comme les... J'allais dire, Djedje m'a dit, on ne les balaye pas comme ça, on n'est même pas déjà comme le vieux Kopli Boni quand même, il s'est défoncé, malgré son âge, paix à son âme, malgré son âge, il s'est défoncé, mais autour de lui, il y avait quel sage? Or, par le passé, le PDCI a toujours fonctionné sur la base du grand comité des sages. Et c'est ceux-là qui donnaient le tempo, qui donnaient le conseil. Mais il s'est séparé de tout ça. Et cette transition, quand il a raté, moi j'ai dit, de mon point de vue et dans mon coin, que Thiam va échouer et voilà, les résultats sont là. Bien, merci. C'est terminé pour cette partie d'émission. On vous le promet, la semaine prochaine, lundi, l'émission sera consacrée au discours tenu par Tidjane Thiam et les autres responsables du parti qui se sont prononcés à la tribune ce soir, ou ce jour, pardon. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 1897 milliards. Bien sûr, le volume des marchés publics a atteint 1897 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire en 2025 contre 1403 milliards en 2024, soit une hausse de 494 milliards de francs CFA. Commentaire, Dr Daouda Ouattara. Bien, en 2024, c'était... En 2024, c'était 1403 milliards. Et en 2025, il y a eu une augmentation de 494 milliards de francs CFA. Moi, je pense que plus le temps passe, plus les activités évoluent et les marchés publics aussi évoluent avec le temps et avec l'intensité des activités. Maintenant, là aussi, c'est ce que moi je veux, ce qui m'inquiète un peu, c'est peut-être la part des nationaux dans ces marchés publics-là. Voilà, il va falloir que les nationaux aient de plus en plus de part dans ces marchés publics pour ne pas que l'argent du pays ou bien les capitaux du pays fuient vers l'extérieur. Il va falloir que les Ivoiriens s'intéressent aux marchés publics et surtout se forment dans presque tous les domaines d'activité pour que les marchés publics puissent être gérés par les Ivoiriens eux-mêmes. Bien, Lansina Karamoko. Oui, en ce qui concerne les marchés publics, rapidement, tous ces chiffres-là sont à saluer. Mais ce que je voudrais, c'est que
beaucoup de nationaux, les sociétés, on n'est pas nationaliste, mais quand des gens prennent la peine de créer des entreprises, il faut les encourager parce que quand même, ce sont des Ivoiriens. Et par ailleurs, en aval, il faut pouvoir les payer parce qu'ils souffrent énormément. Il y a toute une procédure qui est parfois longue et si on y prend garde, on va tuer, n'est-ce pas, toutes les velléités. Sinon, ce sont des chiffres à encourager. Mais comme je l'ai dit, il faut faire en sorte que les opérateurs économiques ivoiriens, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, se tailler, je ne dirais pas la part du lion, mais une bonne part, de sorte que ça puisse encourager, parce que l'État providentiel ne peut pas nous permettre à nous tous de vivre. Bien, Valentin Zawi. Non, mais une fois n'est pas coutume, mais je suis parfaitement d'accord avec mon aîné, M. Karamoko. C'est vrai qu'on est quand même un pays qui produit de la richesse. Hein. On était en 2011 à plus de 18 000 milliards de PIB. On est à plus de 57 000 milliards en 2025. Donc oui, il y a des ressources. Et il a parfaitement raison. Au niveau de tout ce qui est marché public, on n'a pas les chiffres, donc on ne va pas en dire trop, mais ce serait quand même souhaitable que les entreprises nationales soient davantage privilégiées. Parce qu'il s'agit d'abord avant tout de notre pays. Ce n'est pas aux États-Unis ou en France qu'on va s'enrichir, c'est chez nous. Donc ce serait bien que le gouvernement fasse des efforts supplémentaires par rapport à ça. Et puis ce serait aussi bien, pour ne pas redire ce qu'il a dit, mais je le dis quand même, que les entreprises qui ont la possibilité de travailler avec l'État puissent être payés en temps et en heure. Parce que là aussi, malheureusement, il y a beaucoup de souffrance. Et donc, c'est une très bonne chose. Il faut espérer que ça puisse continuer et que ce soit prioritairement des Ivoiriens qui en profitent. Bien. Michel Betta. Je pense que les uns et les autres ont dit l'essentiel, mais moi, je vais m'attarder un peu sur le délai de paiement. Vous savez, il y a ailleurs, dans les grandes économies, il y a des unités de mesure des délais de paiement, même pour les entreprises. C'est-à-dire que quand tu sollicites un opérateur, quand il a exécuté ta tâche, il faut un délai de paiement. Si cela n'est pas exécuté à son temps et en heure, il y a des pénalités et tout cela. Donc vraiment, aujourd'hui, tu constates qu'au niveau du trésor public, on prend des délais d'années pour payer un opérateur qui a déjà tout accompli. Et on en est à tuer des opérateurs. Tous les jours, ils sont sur la place publique en train de se plaindre. L'État, comment on les appelle là même, les marchés, la fédération des fournisseurs de l'État. Toujours, ce sont eux qui se plaignent plus que ceux qui sont dans le privé. C'est à quoi que l'État ne fait pas ce qu'il a à faire, alors que je me souviens que le président même avait donné un délai de paiement. Mais où en est-il? Bon, comme il a beaucoup de choses qu'il dit et puis qui ne sont pas respectées, donc finalement, on en vient à ces mêmes situations. Bien, merci. On marque une courte pause. C'est l'heure de la réclame publicitaire. On revient juste après pour la seconde partie consacrée aux 75 premiers jours du gouvernement Mambé 2. Voilà, les actions sont-elles satisfaisantes sur le terrain? Nous analyserons ce sujet dans un court instant. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Voilà le sujet. Gouvernement Mambé 2, déjà 75 jours. Quelle lecture des actes posés? Docteur Daouda Ouattara, est-ce qu'on peut parler présentement d'un déficit de résultats concrets sur le terrain? Alors, donc, 115 jours est un délai encore un peu court, mais il dirait assez suffisant pour dégager des tendances politiques, économiques et sociales. Et mon analyse va s'articuler autour de ces 3 points-là. Bien, allez-y. Voilà. Donc, au niveau économique, je dirais que 115 jours après la formation de ce nouveau gouvernement, a tablé sur la continuité et la consolidation de l'action publique, avec la poursuite des grands chantiers d'infrastructures, tels que les routes, l'énergie, l'eau potable, etc., le maintien des priorités du PND, la stabilité, etc., etc. Il y a aussi, ce gouvernement a établi des mesures d'apaisement, de dialogue avec certains syndicats du secteur agricole, puisque ce gouvernement a hérité de la crise agricole avec la mévente du cacao. Et ce gouvernement a commencé à échanger avec les différents syndicats de ce secteur-là en vue de trouver un terrain d'entente. Alors, le couac, c'est qu'il y a peu de décisions fortes capable d'impacter rapidement ou bien tout de suite le quotidien des Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en attente. Au niveau politique, il y a le gouvernement qui joue un rôle à la fois technique et politique avec la consolidation du bilan de son pouvoir
et évite les tensions politiques et sociales. Alors, ces 5 jours montrent un gouvernement en mode stabilisation stratégique, plutôt que dans une logique de réforme spectaculaire. Puisque, comme je le disais tantôt, les Ivoiriens attendent des réformes concrètes qui peuvent impacter tout de suite leur quotidien. Pour vous, ensemble, pour l'instant, rien de concret qui impacte tout de suite le quotidien des Ivoiriens. Valentin Zawi, est-ce que pour vous, ce gouvernement a réussi à installer un climat de confiance au sein de la population? Écoutez, en 75 jours, je pense que c'est un peu délicat à observer, juste qu'on parle d'un pouvoir qui est en place depuis 15 ans. Donc, il y a une continuité. Depuis 2011, c'est quand même 75 ou c'est aussi il y a plus de 2 mois, on va dire 2 mois et demi. Oui, mais je me suis dit que, vous savez, bon, oui, peut-être 2 mois et demi, mais qu'est-ce qu'on peut... Quand certains gouvernements font 6 mois... Oui, mais qu'est-ce qu'on peut noter notablement? Et moi, c'est ça que je voulais parler. On a quand même, dans ce gouvernement qui est en place depuis le 23 janvier, oui, c'est ça. On a des ministres qui font du bon travail. Moi, je pense au ministre Kofi Nguessan de l'Éducation nationale, l'alphabétisation et l'enseignement technique qui a compris les priorités du moment, qui est en train de faire un travail important. Il y a des challenges, il y a des défis à relever. Donc, c'est pourquoi je disais, après, le gouvernement, on va apprécier ce qu'il fait aussi en tenant compte du plan PNB qui table sur la transformation successive de l'économie. On le sait très bien, les indicateurs macro sont... Sur les 12 indicateurs, il y a au moins 11 qui sont au vert, en dehors du sol budgétaire qui est à moins 3. C'est la lutte contre la cherté de la vie, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'amélioration des infrastructures de base, eau, électricité, école, et puis le renforcement de la sécurité. Je pense que sur ces grandes thématiques, il y a un travail important qui a été fait. Rien n'est parfait, on est d'accord. Donc les choses sont à poursuivre pour que les populations puissent envoyer les résultats de façon très, très pratique. Bien. Voilà. Michel Betta, sur ces sujets sensibles comme le coût de la vie, la crise du cacao ou l'électricité, est-ce que pour vous, ce gouvernement est-il déjà à la hauteur des attentes des populations? Voyez-vous des signes qui montrent la volonté du gouvernement en 75 jours de pouvoir répondre à ces préoccupations? Moi, je dis même souvent, quand tu veux le juger sur 75 jours, je dis, mais ce n'est pas juste, c'est pas juste ce jugement-là. Parce que c'est un gouvernement qui n'a pas fondamentalement changé. Il est là depuis près de plus de 2 ans, le gouvernement Mambé. Il est là depuis 2 ans. Certains ministres même, ils ont un pouvoir qui date depuis près de 15 ans de ministère. Bon, donc je dis que ça n'a pas changé fondamentalement. C'est le même gouvernement, seulement qu'il a eu un nouveau décret de nomination. Et puis c'est maintenant même les attributions des ministères viennent de sortir. Donc, on voit que c'est un ministère. Il n'y a rien de dramatique non plus, Michel. Non. Je veux dire qu'il n'est pas en train de travailler. Mais est-ce que il est en train d'observer encore. Ça empêche de travailler? Mais visiblement, quand tu ne connais pas tes... On a vu quand même des conseils des ministres avant. Oui. Et puis, parlant des conseils des ministres... Que font-ils là-bas? Non. Parlant des conseils des ministres, vous savez, le gouvernement a été mis en place en janvier 23, le 23 janvier. Mais il y en a eu combien de conseils des ministres? Si on en tape sur les conseils des ministres qui sont prévus chaque semaine, on devrait en avoir 10. Mais on a eu moins de 4 conseils des ministres. De conseils chaque semaine, c'est 2 fois dans le mois. Oui, mais on a eu combien de 2 fois dans le mois là? On n'a pas eu assez. Donc ça veut dire que le gouvernement même... Moi, quand j'observe ce gouvernement, j'ai dit il est plus miné par les questions de succession que les questions de gouvernance. Parce que visiblement, quand on voit un peu les attributions... Mais il y a aussi le conseil de gouvernement qu'on ne voit pas forcément... on ne voit pas, mais les actes de ces conseils-là ne sont pas vus. Ils sont plus basés sur le politique. Mais est-ce qu'on peut juger un gouvernement à partir de la tenue des conseils des ministres? C'est là qu'il y a les actions sur le terrain. Non, c'est là que se prennent les décisions. Quand on ne les fait pas, on ne prend pas assez de décisions. Moi, je dis, le président même est souvent absent. Et ça donne l'impression que finalement, le gouvernement la gère. Vous avez besoin d'actes concrets ou de conseils des ministres? Tout ça, là, c'est des actes concrets. Tout ça, là, c'est des actes concrets qui montrent que le gouvernement est au travail. Voilà, c'est des actes concrets. Donc, les réunions... Déjà, les réunions se font rares. Que le gouvernement travaille. Le gouvernement est plus acté. Moi, je vois, quand j'observe avec les attributions et tout ce que j'observe des actions du gouvernement, on le voit plus sur le terrain politique que sur le terrain social. Le gouvernement répond plus aux attentes. Pour l'instant, moi, je dis, notre gouvernement
Il rassure les partenaires internationaux parce qu'il est dans la continuité, mais au niveau des ménages, il y a des réponses que les ménages ivoiriens attendent, que le gouvernement n'a pas encore, ou le gouvernement n'a pas encore répondu. Non, pour l'instant, je n'en vois pas trop. Ils ont promis 32 milliards pour les électricités. On a vu les coupures continuent. Les coupures continuent. Et j'étais récemment dans une localité même où... non, on parle d'Abidjan surtout. Mais ça n'a pas encore été impacté. Voilà, mais c'est pourquoi je dis que pour l'instant, moi, je regarde ce gouvernement-là, il est plus porté sur les actions politiques que sur les actions des ménages, et les Ivoiriens attendent des réponses. Bien, l'ancien Karamoko, réaction dessus? Oui, ma réaction est toute, je vais dans le même sens que Michel Bétard. Vous êtes d'accord pour cette fois? Non, je ne suis pas d'accord avec lui, je démarre avec lui. C'est le sens contraire alors? Il a dit c'est une continuité, je suis d'accord avec. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est la continuité parce que c'est le même président de la République, c'est le même premier ministre qui est là. Et puis, la plupart des membres du gouvernement étaient déjà en place. Il y a certains qui ont changé de poste. Mais donc, dans ce sens-là, c'est une continuité. Mais pourquoi changer donc certaines têtes? Mais seulement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la concrétisation de la politique qui avait été menée antérieurement, puisque c'est quand même le même président, le même premier ministre. Les lycées professionnels sont maintenant opérationnels. C'est le lycée professionnel qu'on appelle le lycée de la seconde chance. Lycée professionnel d'Anyama et Bempé, lycée professionnel de Gbeleban. C'est une nouveauté, l'a dit tout à l'heure Zawi. Le ministre Kofi Nguessa avait déjà fait du bon travail parce que tous ces élèves qui, n'est-ce pas, sont allés dans l'enseignement supérieur, qui ont eu le BTS, qui n'ont pas d'emploi, ces élèves qui ont été déscolarisés soit après ou avant le bac, se retrouvent, n'est-ce pas, dans des conditions d'apprentissage qui collent avec les réalités des entreprises qui s'installent. Des métiers, oui, des métiers. Donc, tous ceux qui sortent de ces écoles-là, qui sont devenus aujourd'hui opérationnels, ne vont pas chômer. Donc, au moins, c'est la concrétisation de ce qui s'est passé. Et le gouvernement a été mis face à une réalité, donc a été mis face au défi de l'énergie, donc les coupures intempestives d'électricité et le manque d'eau. Le gouvernement a pris ses responsabilités pour débloquer 32 milliards. Et pour vous, la situation est bien gérée par ce gouvernement? Oui, la situation est bien gérée. Pourquoi? Même si le gouvernement met 1000 milliards, ce n'est pas, les travaux ne se font pas parce qu'on a l'argent. On ne peut pas construire un immeuble, même si tout le financement est en place, on ne peut pas construire un immeuble en une semaine. Mais pourquoi ça se fait progressivement. Il y a la question d'anticipation aussi. Voilà. C'est un gouvernement qui est là depuis 15 ans. C'est un président qui est là depuis 15 ans. On a l'impression que c'est maintenant qu'il commence. Quand on a vécu tout récemment des crises d'électricité. Le président Alassane Ouattara a hérité du manque de professionnalisme de ses prédécesseurs. Je le dis de façon très nette. Si ses prédécesseurs avaient fait l'entretien... Le pouvoir actuel a eu du temps aussi. 2011 jusqu'à... N'oublions pas que, par jusqu'à exemple, 2026 Abidjan, maintenant. La démographie galopante qu'Abidjan a connue... Qui n'avait pas prévu. Mais il y a des études, des statistiques également qui montrent l'évolution de la population d'ici 5-10 ans. Attention. On devrait se préparer, pourquoi pas? Est-ce que les statistiques prévoient les guerres? Est-ce qu'ils sachent? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre dans ce Karamoko. La crise que nous avons connue et la ruée des gens de l'intérieur vers Abidjan, ça aussi c'était prévu par... Voilà que tu dis qu'il a hérité du manque d'activité. Il a hérité de la faiblesse, n'est-ce pas, de ceux qui l'ont précédé. Ils avaient prévu les guerres. Et aujourd'hui, en même temps qu'il fait l'extension du réseau électrique, il est en train de faire face aux réalités qui nous rattrapent tous. Alors, pour vous, pour ces coupures d'électricité en 2026, vous accusez les pouvoirs passés. Non, mais bien sûr, si vous avez une voiture que vous venez me vendre en lambeau, mais vous voulez que je fasse quoi? Que j'entretienne la voiture ou bien que je me mette à circuler? Plus de 15 ans. Non, mais 15 ans de la vie d'une nation, ce n'est rien du tout. Non, c'est beaucoup. Non. C'est beaucoup, tu ne veux pas l'admettre, mais c'est beaucoup. C'est suffisant même. S'il vous plaît, Michel Bétard, la Côte d'Ivoire a eu des années où on va dire même des mandats sous le président Alassane Ouattara, où c'est vrai qu'il y avait des coupures d'électricité, mais qui étaient rares. C'est au cours de ces dernières années que nous assistons... La demande n'est pas la même. Et puis, n'oublions pas que les coupures, ce n'est pas sur toute l'année. On a senti les coupures sur une période précise. C'est la période où il fait très chaud, où tout le monde a été sollicité. Bien, mais dans cette période où nous sommes, c'est vrai qu'il faisait chaud, mais n'est pas fait. Hier, mercredi, il y avait des coupures d'électricité à Abidjan en pleine période des pluies.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est les installations. Nous en avons parlé suffisamment ici. Valentin Zawi. Oui, non, juste réagir pour dire que il faut peut-être faire plus de nécessité pour ne pas voir les efforts qui ont été consentis depuis que le président Ouattara est aux affaires. Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, c'est une œuvre humaine. Mais après, là où je me désolidarise de M. Karamoko, je pense que je ne lui apprends rien en disant que gouverner, c'est prévoir. Et le président Ouattara, il sait très bien le faire. Donc, on a des indicateurs. On sait que la population augmente, il y a des chiffres et tout ça. Donc, ce pays qu'on veut comme une grande nation, je l'ai dit, je crois qu'il y a quelques jours sur ce plateau. Il faut prévoir les guerres aussi. Non, on ne parle pas des guerres. Et les guerres, ça c'est notre débat. Et il y a beaucoup... on peut dire beaucoup. Parce que je ne pense pas que les prédécesseurs, c'est eux qui allaient chercher la guerre. Donc ça c'est un débat. Moi, je n'ai pas envie de l'aborder parce que voilà, ça ne fait pas avancer la Côte d'Ivoire. Il faut juste acter. Je pense qu'il y a une humilité de certains membres du gouvernement qui ont compris que par rapport au problème d'électricité, il faut que le gouvernement fasse le job. Mais c'est ce on n'a que pas j'ai dit là. besoin... Oui, non, mais il ne faut pas... C'est pas une fatalité. Je veux dire, voilà. Ça fait 3 ans qu'il y a des pics de chaleur, on le sait. On veut bien qu'il y ait beaucoup de rhétorique, mais ce que les populations attendent, c'est du concret. De ne pas être pénalisés dans leur vie, dans leur confort de tous les jours. Donc je pense que le gouvernement l'a compris en toute humilité, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Pourquoi on va aller rapidement, avant le dernier tour de table. On commence par vous, Dr Daouda Ouattara. Plus grande déception en 75 jours de gouvernance pour ce nouveau gouvernement. Il y a 2 volets à ce niveau. Non, un seul sujet pour chacun. Si. Moi, c'est en 2 points. Il y a le manque de communication. Le nouveau gouvernement ne communique pas assez, surtout sur l'affaire du remblayage. Le gouvernement n'a pas communiqué assez sur ce problème-là pour que les Ivoiriens puissent comprendre et voir l'ampleur de ce phénomène-là. De 2, il y a le volet social qu'on n'y voit pas jusque-là. Et actuellement, il y a une certaine pression sur les ménages, que ce soit au niveau de l'alimentation, logement, transport. Et vraiment, c'est compliqué. La cherté de la vie ne fait que croître de jour en jour. Et c'est à ce niveau-là que la population ivoirienne attend des mesures concrètes, des mesures qui vont produire des résultats pour améliorer leur quotidien. Point de déception pour l'instant. Bien, Michel Betta, point de déception, 75 jours. 75 jours après la mise en place de ce gouvernement, on ne le sent pas vraiment sur les problèmes qu'il avait dit qui sont essentiels, la lutte contre la cherté de la vie. Ça, sur ce plan-là, on ne sent pas trop le gouvernement et c'est dommage. Parce que là où les populations attendent, aujourd'hui on te dit le piment même a disparu sur les marchés. Je suis là. Effectivement, il y a les piments en poudre qu'on voit voilà, sur ceux qui consomment la ticket. Je vais faire une boutade simple là. Mon fils qui dit non, manger gaba avec piment en poudre. Mais attends, il faut organiser la production vivrière. Ça, c'est le gouvernement qui le fait. Il faut organiser au point que ça manque. Non, vous allez me dire, c'est les femmes qui... Bon, bref, vous dites que quand il y a des problèmes structurels... Non, s'il y a des problèmes structurels, il faut dire au gouvernement qu'il y a des problèmes pour qu'il cherche à les résoudre. Ce n'est pas, comme l'a dit l'autre, ce n'est pas une fatalité, mais il faut chercher à les résoudre, il ne faut pas les nier. Donc, je dis, au plan social, les Ivoiriens attendent encore ce gouvernement-là qui n'a pas encore répondu. Moi, je n'étais pas caché, j'ai dit, je voulais attendre les 100 jours. Mais on a débattu des 75 jours, mais il y a des attentes et il faut que le gouvernement alors, réponde. rappelez-nous pour les 100 jours, on fera une émission particulière là-dessus. Valentin Zawi, point de déception, 75 jours après. Oh, déception, c'est trop dit. Comme je dis, pour moi, je vois une continuité. Ce qui me désole, c'est que nous sommes un pays qui a des terres arables, mais vraiment à profusion, et on a encore là importé du riz. En 2024, c'est un peu plus de 600 milliards, si j'ai bien noté. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Près de 700. Pardon ? Près de 700 milliards. Oui, enfin voilà, c'est plus de 600 milliards, près de 700, comme dit Dr Ouattara. Donc je pense que là, il y a un travail à faire. Et j'espère que l'avènement du ministre Koné Bruno, qui est au gouvernement depuis près de 15 ans aussi, si je ne m'abuse. Il fait face à une crise du cacao actuellement. Oui, mais il faut faire cela. Je pense que là, il faut qu'on ait ce défi. Et puis, alors, je note que nos villes ne sont pas propres. Il y a une structure, la NAGED, qui est chargée de faire ce travail-là. Il faut, parce que l'hygiène publique, c'est la santé. Donc là, il y a également des choses qu'il faut faire. Et conséquences à inondation parfois. Bien, l'ancien Karamoko, point de déception. Je voudrais rebondir sur le dernier point. C'est ça mon point. De déception. Je ne peux pas appeler ça déception.
de manque de vigilance. Ça y ressemble. C'est que faut des manque de vigilance. Ce n'est pas une déception en tant que telle. Parce que l'environnement en Côte d'Ivoire est à revoir. Ouais. Au premier pluie, vous voyez tous ces bidons plastiques-là qui obstruent les canalisations. Les canalisations, effectivement. Ça impacte. Et puis, ces eaux usées que les gens sortent de partout. Ça va impacter la biodiversité. Et quoi qu'on dise, ça va forcément entraîner à la longue un changement climatique si on n'y est pas. Parce que les spécialistes nous disent que nous sommes pour le moment dans la variation climatique. Mais si ça perdure, on va se retrouver dans... Il faut passer à la phase de répression, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour passer à la phase de répression. Merci Lansina Karamoko. C'est l'heure maintenant du carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Dr Daouda Ouattara. Alors moi, mon carton rouge, alors très très rouge à l'endroit du, du district d'Abidjan et puis du district autonome d'Abidjan et de la mairie de Yopougon. Vraiment, c'est difficile de circuler à Yopougon. Il n'y a pratiquement plus de route. Tout le goudron, le bitume a disparu. Alors, il va falloir que le district et la mairie de Yopougon se mettent ensemble pour trouver une solution à cela. Carton rouge. Bien. Lansina Karamoko, vous passez, Valentin Zawi, carton rouge, vous passez aussi Non, carton rouge par rapport à toutes ces personnes chez nous ou ailleurs qui pensent que les réseaux sociaux, c'est une zone de non-droit. Non, on n'a pas le droit d'insulter les gens, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'avoir des propos désobligeants. Il faut avoir un minimum de tenue et de retenue. Il faut faire preuve de civilité parce que la vie virtuelle, elle est aussi régie par des règles. Et si on ne les respecte pas, on peut se retrouver au PPA. Merci. Bien, Michel Beta, pardon. Oui, moi, mon carton rouge, c'est toujours pour la question de l'électricité. Vous savez, ce que j'observe avec cette question-là, je le dis souvent, l'énergie, c'est un produit naturel. C'est-à-dire que l'énergie, on ne le fabrique pas. C'est comme si on te donnait du cacao et puis on dit fais du chocolat. C'est comme si on donnait à la femme qui fait la téké, tiens du manioc, il ne faut pas planter et faire de la téké. Donc vraiment, on peut résoudre cette question-là et il faut qu'on s'y mette. Il ne faudrait pas que chaque année, on soit en train de revivre ces difficultés au niveau de l'électricité. Ça impacte durablement les activités économiques des uns et des autres. Et ce n'est pas bon pour un pays qui se veut émergent. Bien, merci Michel Beta, Dr Daouda Ouattara, Lansina Karamoko, Valentin Zawi, à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, émission réalisée par Moussa Koné. Rendez-vous lundi pour un autre numéro d'Entre deux News. Rendez-vous demain, 19h00, pour la grande édition du journal télévisé avec Jean-Jacques Denis. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bon.